Nous avons tous déjà mangé un chewing-gum. Il existe sous plusieurs formes et de plusieurs marques. Ils sont sur les rayons de tout commerce. Mais d'où vient-il et pourquoi nous les aimons autant? Salut, c'est Chris et bienvenue dans Matière Grise. Tout a commencé à la préhistoire où les premiers hommes mâchaient de la résine de conifères, probablement pour désinfecter leur bouche, entraîner leur mâchoire à mastiquer et leur estomac à digérer. Plus tard, les Mayas fabriquaient une gomme appelée chiclée, réalisée à partir du latex naturellement présent dans la sève du sapotillier. Les Égyptiens, eux, mâchaient de la résine de lentisque. Environ 1000 ans plus tard, les Grecs mâchaient de la résine des arbres de Chios, qui produisait un mastic aux vertus antibactériennes et rafraîchissantes. Au Moyen-Âge, il était commun de mâcher de la couenne de porc, et les Asiatiques mâchaient une préparation réalisée avec des noix d'arec et des feuilles de piper betel, appelées bétel. Les feuilles de bétel avaient la particularité d'avoir des propriétés psychostimulantes, tonifiantes et antiseptiques. Elle est d'ailleurs toujours consommée en Inde. Mais c'est grâce au général mexicain Antonio López, exilé en 1869 lors de la révolution de son pays, que le chewing-gum arrive en Amérique. Antonio arrive à New York avec 250 kg de sève de sapotier. Le pays étant au début de l'industrialisation, il s'associa avec Thomas Adams pour se lancer dans la fabrication de pneus à l'aide de la dite résine. Adams ne parvient pas à mener à bien les négociations et leur idée tombe à l'eau. La révolution étant finie, López retourna au Mexique et laissa sur place son stock de sève à Thomas, qui eut l'idée de transformer cette sève en produit consommable en y ajoutant du sucre et le revendit à une pharmacie. Le produit connut un succès rapide, et d'autres pionniers décidèrent de l'améliorer comme William G. Wheat, qui ajouta du sirop de glucose à la menthe à la préparation et créa le Yucatan Chewing Gum. Mais il ne connaît un succès explosif qu'après la campagne de pub menée à la fin du 19e siècle par William Wrigley Jr. À l'origine vendeur de savon, il effectua de la publicité en masse à travers tout le pays grâce à laquelle il lance le produit sur le marché et devient le numéro 1 mondial. Mais le chewing-gum fit réellement son apparition en Europe grâce aux soldats américains qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, arrivent en France les poches pleines de Wrigley's et les distribuent par poignées à la foule. Pour la population, il devient un signe de liberté retrouvée. Et dès le début des années 20, plusieurs entreprises commencent la production en France. Et dès les années 50, Hollywood voit le jour et devient le leader français. Cela marque la fin du chewing-gum américain et de son symbolisme. Il devient alors un produit populaire mondial. En effet, la Première Guerre mondiale a beaucoup contribué au succès du chewing-gum, car il faisait et fait encore partie du package réglementaire des soldats. Les soldats en mâchaient pour l'hygiène buccale, mais également pour les tenir éveillés et concentrés sur le terrain. Une étude de l'université de Saint Lawrence à New York aux USA a publié dans la revue Appetite une étude menée auprès de 22 étudiants. Le test a démontré un avantage au groupe ayant mâché du chewing-gum, car cela permettrait d'augmenter l'afflux sanguin dans le cerveau et ferait un effet de réveil à nos capacités cognitives. Une autre étude de Coventry University a confirmé ces vertus stimulantes qui permettraient de rester réveillé plus longtemps. Durant la guerre, faire des bulles n'était pas la priorité des fabricants et des consommateurs, l'élasticité de la pâte étant limitée. Jusqu'au jour où Double Bubble a lancé le Bubble Gum, le premier chewing-gum à gonfler. On distingue alors le chewing-gum de base du Bubble Gum. Faire des bulles devient une mode et apporte un aspect amusant et donne l'air plus détaché et cool. Cependant, un point de vue répandu considère cela comme une mauvaise habitude, un manque de politesse et qui renvoie une mauvaise image. L'agence Saatchi & Saatchi ont mené une expérience présentant deux jumeaux, dont la seule différence était que l'un d'eux mastique une gomme. Sur 481 participants, 73% ont donné un avis plus positif aux jumeaux mâchant un chewing-gum, prouvant ainsi que les préjugés à son sujet ne sont pas fondés. D'ailleurs, pourquoi est-ce que nous aimons mâcher et que nous trouvons ça ludique? Lorsque l'on interroge les psychanalystes, ils nous expliquent que cela commence au stade du nourrisson, lors de l'allaitement. Bien que les bébés ne mâchent pas, il y a tout de même un stimuli oral similaire, rappelant inconsciemment une sensation de sécurité. De plus, comme la cigarette ou la nourriture, le chewing-gum aiderait à canaliser le stress et les tensions. Mais cette gomme à mâcher a également de nombreux désavantages. Mettant près de 6 ans à se décomposer, elle représente un déchet polluant et peu pratique à nettoyer et à recycler. La ville de Singapour a même interdit la consommation de chewing-gum non pharmaceutique depuis 1992.
Tandis qu'à Londres, l'artiste Ben Wilson a trouvé une autre parade et anoblit le chewing-gum qui salisse les trottoirs en les transformant en fresques miniatures. D'ailleurs, si vous avez déjà entendu que lorsque l'on avale un chewing-gum, il va mettre 5 à 7 ans pour se faire digérer, c'est juste un mythe pour vous dire de ne pas le faire. La gomme, bien qu'elle ne pourra pas être digérée par les sucs gastriques, pourra passer par vos intestins et ressortira sans problème. Même si bien évidemment en ingérer une grande quantité peut causer la formation d'un bézoard, une masse solide obstruant le tube digestif et une intervention est requise pour pouvoir le retirer. Bien évidemment, s'ils mettent autant de temps à se décomposer, c'est parce que la majorité des chewing-gums actuels du marché ne contiennent ni sève d'arbre ni aucun extrait naturel, mais sont établis à partir de matières de synthèse, notamment du pétrole. Pour l'anecdote, le grand patron de Double Bubble a admis acheter sa gomme à Goodyear, la grande marque de pneus automobiles. La majorité des gommes sur le marché sont sans sucre, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment et est-ce réellement un avantage? Les chewing-gums sans sucre se composent à peu près comme un chewing-gum sucré, à la différence que les sucres ont été remplacés par des édulcorants, comme les polyols. Le xylitol et le sorbitol sont les principaux. Et aussi de l'aspartame. Tout le monde connaît déjà la réputation cancérigène de l'aspartame, mais qu'en est-il des autres édulcorants et sucres de synthèse au nom chimique et un peu barbare? Les polyols, une fois dans le côlon, fermentent et créent un appel d'eau, pouvant creuser des troubles gastriques lors d'une consommation importante. Mais dans le cas d'une consommation à faible dose, ces substituts ont l'avantage de ne pas provoquer de caries. Même au contraire, ils protègent l'émail dentaire en modifiant l'équilibre acide de la bouche, le pH, en neutralisant également les bactéries. Ils sont également utilisés car certains d'entre eux possèdent une chaleur de dissolution négative, produisant un effet de fraîcheur lors de la dissolution. Ces substances chimiques activent les mêmes capteurs du corps et du cerveau qui détectent le froid ou le chaud ambiant. On les appelle les liaisons ioniques. Elles-mêmes stimulées par certaines protéines précises. Ces protéines relient nos cellules nerveuses, chacune déclenchée par une stimulation différente. L'exposition à la lumière, le taux de CO2 ou de sucre dans le sang par exemple. Cela permet à notre corps d'envoyer des signaux tels que « je manque de sucre, d'oxygène, il fait trop chaud ou trop froid ». Ces chaînes de ions peuvent être trompées, grâce à certaines substances chimiques, puisqu'on peut leur faire ressentir une sensation précise sans stimuli externe. La protéine s'appelle TRPM8. Elle régule le froid et nous donne cette sensation de fraîcheur. Elle est présente dans les cellules nerveuses de votre peau et de votre bouche. Elle est particulièrement sensible au menthol, qui affolera ces protéines comme si vous preniez une grande bouffée d'air frais en hiver. Mais comme tout le monde le sait, cette sensation et ce goût finissent par se dissiper, dû au fait que la majorité des ingrédients sont solubles dans l'eau ou la salive. Avec la mastication, les composés sont dissous, ne laissant alors en bouche que la gomme de base. Il ne vous reste donc plus qu'à le jeter, à en reprendre un ou à aller regarder la vidéo du Dr Nozman pour apprendre à en fabriquer vous-même. Merci de nous avoir regardés, n'hésite pas à aimer ou à commenter cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner. À la prochaine!